La ministre, c'est à vous. Alors, premièrement, je suis prête à regarder, étudier votre proposition, qui est un moment sous une forme à imaginer, avec représentant des groupes qui le souhaitent, sur le contenu des ordonnances début septembre. Il faut trouver la forme, le cadre, mais je ne suis pas opposée. Deuxièmement, sur la question des seuils, ça n'est pas encore arbitré. Ça fait partie des réglages qui seront arbitrés au mois d'août et qui sont importants pour toutes les parties. Alors, évidemment, le mandatement syndical reste. Simplement, très peu y recourent. Il ne fonctionne pas bien, tant du côté d'ailleurs des employeurs que des salariés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas du tout. Il y a des cas où ça fonctionne. Donc on va laisser la possibilité. D'abord, on mettra toujours la priorité au délégué syndical. Deuxièmement, au mandatement s'il existe. C'est ouvrir le champ quand il n'y a ni l'un ni l'autre, le sujet. Ce n'est pas à la place. Donc le mandatement restera. Ensuite, sur ma conception de l'entreprise, je crois avoir eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois là-dessus et je suis ravie de pouvoir le faire. Je pense que l'entreprise est un lieu de création de richesse, d'emploi, qui contribue aussi à la solidarité à travers les impôts de l'entreprise, et qui, fondamentalement, pour réussir, doit s'inscrire dans une logique de durée. Donc je fais partie des gens qui pensent que l'ensemble des parties prenantes soit pris en compte est essentiel pour la durabilité de la croissance de l'entreprise. Ça commence par les actionnaires, qui doivent être pris en compte. Ils ont mis leur argent, il leur faut un retour. Les clients, les salariés et les parties prenantes, parce que par exemple le territoire, l'environnement sont très importants. Et la dimension de développement durable qui intègre à la fois l'économique, le social et l'environnemental me paraît une voie intéressante. Mais ça ne se fait pas par décret. C'est une évolution de la société. Et ce qui, par contre, était le choix dans la loi, c'était soit on simplifie énormément et on définit tout dans la loi, c'est-à-dire qu'on reste dans un système où finalement, j'ose pas dire qu'on administre les entreprises, la formule serait un peu excessive. Enfin bon, on considère que tout doit être précisé dans les détails dans la loi car c'est le seul garant, soit on considère que le dialogue social a tellement de valeur que c'est en le renforçant, dans des conditions évidemment fixées par la loi et avec des bornes fixées par la loi, qu'on aura du progrès économique et social. Clairement, nous considérons que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Et c'est pour ça que tout le projet de loi repose sur une idée simple, c'est comment renforcer le dialogue social, c'est-à-dire renforcer le contenu dans la branche, renforcer le contenu dans l'entreprise, donner plus de grain à moudre, renforcer les acteurs et permettre que ça soit possible dans toutes les tailles d'entreprise. S'il fallait résumer la loi, ce serait ça. Et donc, en sécurisant ce qui n'est pas sécurisé aujourd'hui. Et donc, oui, nous croyons fortement à la capacité à ce dialogue social de produire de la valeur économique et sociale. Si, dans quelques années, il n'y a pas plus de dialogue social en France, c'est que la loi n'aura pas réussi. S'il y a plus de dialogue social, c'est que la loi aura permis aux acteurs de se saisir beaucoup plus de la création de valeur économique et sociale dont ils savent mieux sur le terrain ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, encadré par la loi, avec des limites bornées par la loi, des filets de sécurité fixés par la loi. Mais c'est ça la philosophie même. Ensuite, sur la sécurité au travail et au CHSCT, merci de vos questions, car je pense très important de revenir sur ce sujet. Vous l'avez beaucoup abordé à l'Assemblée, il a été beaucoup abordé au Sénat, il est beaucoup abordé avec les partenaires sociaux. Et en fait, le sujet n'est pas tant la fusion des instances que qu'est-ce qu'on va faire comme continuer et quelles sont les modalités pour continuer des politiques de prévention en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail. Le premier sujet déjà, sur lequel tout le monde s'accorde, c'est la prévention est la plus importante. Elle ne suffit pas, il faut parfois être dans la réparation, mais c'est la prévention le plus important sur ce sujet. Il y a un consensus aussi sur le fait que c'est un sujet qui concerne un certain nombre de pratiques en matière de sécurité, mais qui concerne aussi l'organisation du travail, puisque l'organisation du travail a beaucoup de conséquences aussi sur la santé et la sécurité. Et que la prévention implique l'ensemble du management, l'ensemble des salariés, l'ensemble des organisations syndicales, et donc est un sujet général dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'avantage du système, c'est qu'il y a un comité spécialisé qui s'appelle le CHSCT et qui, dans l'ensemble, a fait faire des progrès en France sur le sujet. Personne n'en doute. Mais aujourd'hui, ça n'est pas porté au niveau stratégique dans l'entreprise.
ça reste une action limitée dans une commission spécialisée. Par la fusion des instances, ces sujets vont, j'allais dire, remonter dans l'échelle d'importance stratégique de l'entreprise pour être discutés en même temps que les sujets économiques. Et ça a beaucoup d'incidence, parce que selon les choix que vous faites en matière économique, en matière d'organisation, vous allez créer un contexte qui va être favorable ou défavorable à une bonne prise en compte et une bonne prévention des sujets de sécurité et de santé. Donc, en aucun cas, il n'est question de baisser la garde sur ces sujets-là qui sont fondamentaux. Par contre, c'est comment progresser sur ces sujets-là qui est le débat. Donc, ce que nous proposons et ce que nous avons entendu. Ce que nous proposons, c'est donc la fusion des instances pour que ces sujets soient automatiquement au niveau stratégique. Je rappelle que le CHSCT, ce ne sont pas des gens élus par le personnel directement, ce sont des gens désignés, que le chef d'entreprise lui-même, personnellement, en général, ne siège pas au CHSCT, donc c'est délégué. Donc si on le fait remonter au niveau ce que nous appelons le comité social et économique qui va avoir l'ensemble des instances, vous verrez que ces débats vont prendre une importance beaucoup plus essentielle dans l'entreprise et beaucoup plus stratégique. En même temps, nous avons entendu la crainte de beaucoup qu'on perde de la matière. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, à cause des heures du jour, qu'on n'ait pas le temps de regarder dans ce domaine-là. C'est une objection légitime. Et donc, sans rien changer à la fusion des instances, nous pensons tout à fait possible de prévoir qu'une commission spécialisée, dans certains cas, alors ça dépend de la taille des entreprises, des secteurs d'activité, parce qu'évidemment, il y a des métiers à risque où il y a beaucoup plus de choses à discuter que dans certains autres métiers. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, mais qu'il puisse y avoir une commission spécialisée qui puisse préparer le travail de ce comité social et économique et donc aller beaucoup plus loin dans le détail. En ce qui concerne la possibilité d'ester en justice ou de recourir à l'expertise, elle est entièrement maintenue. Je l'ai confirmée à l'Assemblée, je l'ai confirmée au Sénat. Elle sera dans les ordonnances. Et simplement, elle est transférée au comité social et économique. Mais évidemment, il faut que ce comité puisse, sur ces sujets-là, notamment en cas de risque grave, ester en justice ou faire un recours à l'expertise. Donc, si vous voulez, on va gagner en articulation économique et sociale, en reliant le stratégique et l'opérationnel. Il y a tous les moyens de continuer à approfondir les sujets de santé et de sécurité au travail qui restent, c'est plus qu'une obligation de l'employeur, je dirais, c'est une obligation de tous, et c'est d'intérêt général, car évidemment, ça c'est un des sujets sur lesquels tout le monde s'accorde. Il n'est pas question, en aucun cas, de baisser la garde sur ces sujets, d'autant plus il y a en permanence des nouvelles situations, les organisations changent, les technologies changent, donc les types de risques changent aussi. On a vu une évolution les 20 dernières années du type de risque. Il y a un peu moins de troubles TMS, voilà, squeletto-musculaires. Il y en a encore beaucoup, mais il y a d'autres nouveaux risques qui arrivent. Donc c'est important de travailler ces sujets. Donc merci de ces questions parce que je voulais préciser ça. C'est pas il faut renforcer la dimension stratégique de ces sujets en l'articulant avec l'économique, car il y a beaucoup de liens, et en même temps, rien n'empêche d'aller plus loin. Alors, sur les dialogues sociaux et sur le renforcement, les organisations syndicales, je pense qu'à partir du moment où on dit qu'on mise sur le dialogue social pour faire de la valeur pour l'entreprise et pour les salariés, il est important de s'assurer que les acteurs, et donc en particulier les élus du personnel et les représentants syndicaux, puissent être outillés pour le faire. Et donc dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées avec les partenaires sociaux sur la formation, sur la reconnaissance des parcours, sur la reconnaissance des compétences, sur le fait de pouvoir reprendre une carrière ensuite, de continuer sa carrière dans l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile, sur la discrimination syndicale aussi, car le rapport récent du CESE montre bien que le fait de la discrimination syndicale existe. Il n'est pas général, mais là où il existe, il n'est pas acceptable. Et donc, sur tous ces sujets, j'ai donné une mission à M. Simon Poli, qui préside l'association Dialogue, qui est reconnu par tous les acteurs, de me faire des propositions qui devraient m'être parvenues d'ici la fin de la semaine pour nourrir la réflexion dans les ordonnances sur tous ces sujets, notamment sécuriser les parcours syndicaux, comment on peut le faire. C'est une question de cohérence. On ne veut pas tout mettre dans la loi. La loi doit définir les principes et les conditions dans lesquelles les acteurs doivent pouvoir organiser ce dialogue social. Il faut donner plus de grain à moudre au niveau de la branche d'entreprise, trouver des modalités adaptées pour les petites, mais il faut en même temps renforcer
la situation pour que des élus du personnel et des responsables syndicaux puissent envisager leur rôle. Voilà, c'est l'équilibre d'ensemble du projet de loi. Merci, Madame la Ministre. La parole maintenant est à Madame Martine Vonner pour République En Marche. Pardon ? Oui, excusez-moi, je suis tout à fait désolée. Oui, alors, les deux sujets, d'abord, le deuxième sujet n'est pas de mon ressort, ça vous l'avez bien compris, mais surtout, il va y avoir des projets de modernisation du secteur public avec des concertations qui vont s'ouvrir qui sont en train de s'ouvrir avec les partenaires sociaux, enfin les représentants du personnel des fonctions publiques, des 3 grandes fonctions publiques. Donc je ne peux pas préjuger de ça. Donc c'est pas tout à fait le lieu de cette loi d'habilitation, mais j'ai bien entendu votre question.